Finalement, Enrico Lunghi, vous êtes donc vous fêtez les 5 ans, déjà 5 ans du Mudam. Qu'est-ce que ça vous fait comme impression d'être au début d'une prospective? C'est passionnant d'avoir une aventure dans laquelle on est engagé depuis maintenant, bien sûr, 5 ans. Pour ma part, depuis 2 ans et demi ici au Mudam. C'est aussi la continuation d'un travail, puisque j'étais au casino avant et à Luxembourg, il s'est passé énormément de choses en matière d'art contemporain depuis en gros le début des années 90. Et maintenant, 5 ans du Mudam, c'est très peu, puisque le Mudam est un jeune musée encore qui a, je pense, tout l'avenir devant lui, qui est en pleine construction. Mais en même temps, il a déjà réussi à transformer aussi bien le paysage culturel luxembourgeois et à s'installer de manière assez étonnante sur la scène internationale. Donc pour un musée aussi jeune est parti d'une situation sans tradition et sans collection de départ, c'est une prouesse assez remarquable, je pense. Bon, la première prouesse, c'était de faire accepter l'art contemporain. Le challenge a été pratiquement réussi avec le casino, oui, le travail. Oui, le Luxembourg, n'ayant pas de grande collection d'art moderne dans le pays, lorsque la situation a changé, c'est-à-dire institutionnellement, il a été possible de montrer des choses qui avant ne se faisaient pas. La question se posait par où on commence-t-on? Est-ce qu'on essaie de rattraper tout le retard qu'on avait, mais là on en a eu pour un siècle, ou alors est-ce qu'on se lance dans l'aventure de l'art contemporain, sachant qu'on a des lacunes du passé, mais où on pourrait s'ancrer directement dans le devenir d'aujourd'hui, et le Mudam, je pense, y participe aussi. Est-ce que vous avez encore au niveau du choix des expositions une liberté aussi grande que vous l'aviez au casino par exemple? Est-ce que oui, vos critères sont toujours les mêmes au niveau de la prospection et de la... Oui, d'abord on travaille en équipe ici. J'ai des curateurs avec qui on discute de la programmation sur le long terme. Nous avons la liberté de construire notre programme, ça c'est quelque chose évidemment à laquelle je tiens absolument. Alors ce qui compte pour nous, c'est d'essayer de réfléchir dans tout ce que nous faisons à ce qui peut construire le mieux ou aider le mieux à poursuivre cette aventure dans laquelle on est engagé. Dans le sens où, bien sûr, on montre aussi des jeunes artistes. On a montré Marilyn et Nina Bayer l'année dernière, par exemple, qui sont des artistes qu'on trouve surtout dans les centres d'art et pas vraiment dans les musées encore. Parfois nous jouons vraiment encore ce rôle de prospection, mais nous avons aussi des artistes qui soit sont déjà affirmés comme Pascal Martin Taillou en ce moment bien sûr, ou John Césaquer, ou alors des artistes surtout qu'on redécouvre. On a des bons exemples maintenant avec John Césaquer et Mac Adams qui sont quand même, c'est pas des tout jeunes artistes, mais pourtant ils n'étaient pas vraiment dans l'actualité récemment. Et nous ici au Mudam et au Luxembourg en général, étant hors des circuits médiatiques les plus puissants évidemment, nous avons toujours cette liberté de pouvoir ne pas nous intéresser à ce qui est le plus à la mode, mais en même temps d'éclairer tous ces artistes que parfois les grandes capitales oublient de montrer. Comment se font les choix, par exemple, une programmation pour un musée comme le Mudam? Ça se programme sur 5 ans ou sur 1 an? Oui, nous on est probablement à l'intermédiaire entre les tout grands et puis nous on travaille entre 2 et 3 ans de programmation, mais en nous laissant parfois l'une ou l'autre espace libre pour pouvoir réagir à un rythme un peu plus court. Et ce qui est important aussi, c'est de voir, le Mudam il a cette architecture particulière de pays
qui veut qu'on entre dans le grand hall et puis on est libre, il n'y a pas de parcours obligé, on peut aller à droite, gauche, en haut et en bas. Et il avait conçu cette grande salle comme une salle, comme une place italienne un peu, à partir de laquelle on pouvait aller dans toutes les directions. Donc elle est imposante et c'est pour ça un des premiers critères qu'on s'est fixé maintenant, c'est d'essayer autant que possible d'avoir une œuvre significative même une production d'un artiste pour ce grand hall. Ensuite, les galeries que nous avons 2 étages pour les expositions temporaires et on peut soit utiliser ces 2 étages pour faire une exposition, soit faire 2 expositions, une par étage par exemple, soit même faire 4 projets séparés. C'est ce que nous avons fait cette fois-ci. Donc là aussi, il n'y a pas de format précis ou déterminé. On peut jouer avec différents formats d'exposition et ce qui fait que la programmation se construit. On a un projet avec un artiste ou une exposition collective dans les 2 ans. On se dit, tiens, quel format, quelle grandeur, quelle ampleur doit-elle avoir? Et autour de ça, on construit le reste de la programmation. Okay. Donc c'est tout un travail de mise en place d'une programmation qui soit en même temps variée, mais qui respecte le format de chaque projet et on ne se laisse pas vraiment imposer le format par l'architecture, mais c'est le contraire. On utilise l'architecture au maximum pour nos... Nous avons derrière une œuvre de Pascal Martin Tailloux. Il avait fait une pièce un peu similaire dans le même esprit dans un autre lieu déjà, mais beaucoup plus petit et donc qui n'avait pas cette ampleur. Ici, il a repris l'idée et l'a transformée pour la cadrer ici dans ce hall. Et évidemment, il y mélange ses préoccupations constantes qui sont ses origines africaines avec le monde, en confrontation avec le monde occidental, avec l'idée de communication, de colonialisme, d'enfermement, etc. Donc tout ça, je pense, est mêlé ici, mais elle a été produite spécialement pour cet endroit. Et donc c'est pré-apocalyptique. Si on pense au pilotis, on pense à aussi ce qui peut nous arriver bientôt, une espèce de grande catastrophe naturelle. Donc c'est une protection naturelle du futur de l'art quelque part. Ça dépend. Peut-être que si on est en haut de la plateforme, on se sent à l'abri. Mais ce qui est drôle dans cette installation, c'est de voir les bouts de câbles qui sont coupés. Donc c'est comme si la communication n'était plus qu'un brouhaha sans effet. Les hommes, les statuettes qui sont là sont un peu dans tous les sens, tête en bas, tête en haut. Et ce qui ressort de plus joyeux et libre, c'est encore les chants d'oiseaux, puisque les cages sont vides, donc on peut imaginer que les oiseaux s'endorment. Alors ça laisse quand même de l'espoir, même si on ne sait pas dans quelle direction il va aller. Merci. Donc fondamentalement, le discours du Moudam n'a pas tellement changé du discours du Casino où vous étiez. Qu'est-ce qui finalement, quel est le challenge ici? Bon, vous êtes plus tenu par une audience, vous êtes tenu de rendre compte D'abord, nous avons une collection, ce que le Casino n'avait pas. Et avec la collection qu'on montre au premier étage, pas en permanence, mais le premier étage est consacré à la collection, mais elle change 2 fois par an. Avec la collection, on s'engage quand même sur un long terme qui n'est pas celui du Casino. Donc, bien sûr, l'art contemporain, on peut dire c'est la même matière qui est travaillée au Moudam et au Casino, mais la perspective, je ne dis pas la dimension, mais plutôt la perspective, l'horizon, il est un peu différent ici au Moudam. Alors, parlons d'attitude contemporaine. Bon, vous avez fait la Biennale de Venise, comme beaucoup d'autres. Vous allez faire la Documenta. Qu'est-ce qui vous emballe encore au niveau de l'art contemporain aujourd'hui, du discours actuel?
Les discours sur l'art, c'est pas le. Moi, je pense qu'il y a vraiment des œuvres, des artistes aujourd'hui qui travaillent à rendre visible ce que nous ne regardons pas ou plus. Je pense qu'il y a toujours des artistes qui ont cette sensibilité, cette intelligence de mettre en forme un mélange, une nébuleuse de sentiments et d'expériences qui se perdent dans notre univers ultra médiatisé, ultra communicationnel, ultra économique et ultra productiviste. Et chaque fois que je suis face à une œuvre ou à une démarche artistique de ce genre, ça me donne envie de continuer. Qu'est-ce qui vous a bouleversé à Venise dans ce que vous avez vu au niveau des... Bouleversé dans le mauvais sens du terme, c'était la Biennale. Mais dans le mauvais sens, vous n'avez pas retenu une œuvre? J'ai retenu quelques œuvres intéressantes, bien sûr, mais d'abord je vais y retourner pour voir un peu plus près tout ça. Pendant les jours d'ouverture, les conditions pour voir l'art sont très mauvaises. D'ailleurs, je me pose de plus en plus de questions si ça a beaucoup de sens d'aller au vernissage de ces expositions-là, de ces grandes manifestations, parce que... Il n'y a pas un pavillon que vous avez, parmi ceux apprécié? Je dois dire que j'ai beaucoup aimé l'Autrichien, qui a, je trouvais, une très belle proposition. L'allemand, je le trouvais bien, mais je trouve que c'est pas un bon signe de donner un prix à un artiste décédé, puisque là, du coup, ça ne fait rien avancer du tout. Quoique j'ai bien aimé la proposition. Et sinon, bon, c'est pas pour faire de la retape. Oui, de la retape, mais je pense que aussi bien le pavillon belge que le pavillon luxembourgeois s'en sortaient très bien. Et c'était très agréable et très intéressant comme proposition, les deux. Donc c'est pas forcément des grands pays qu'il faut s'attendre toujours le meilleur. On dit un discours aujourd'hui qui dit que l'art contemporain devient de plus en plus élitiste. Bon, il y a l'art de la masse, et puis des gens, de l'audience, et puis il y a un petit cénacle. Moi je pense que le monde de l'art, mais bon, après c'est une opinion, hein, et je pense qu'il y a du bon et du mauvais un peu dans toutes les sphères qu'on peut traverser, mais je pense que le monde de l'art aujourd'hui souffre beaucoup du fait que des milliardaires russes, chinois ou autres milliardaires se mêlent d'acheter des collections juste pour que ce soit pour la spéculation ou pour se faire voir ou juste pour se débarrasser de leur argent dont ils ne savent pas quoi faire, puisque les prix ne correspondent vraiment plus à rien. C'est uniquement des prix qui sont dictés par le fait que les gens doivent dépenser de l'argent, et avec l'art, puisque on ne peut pas mesurer, il n'y a pas de prise directe avec une réalité, il y a la valeur symbolique et puis un prix totalement déconnecté de toute réalité. Et là, le monde de l'art souffre beaucoup du fait que des milliards et des milliards doivent être dépensés par certains, et ce qui empêche finalement le travail de fond. Les institutions ne peuvent pas payer évidemment ces prix-là pour les artistes, et on perd peut-être la capacité de réflexion et de critique aussi par rapport à ça. Le marché, on ne peut pas critiquer ce qui a du succès. Donc un artiste qui vend très cher, par essence, il est incritiquable. Et là, la réflexion perd beaucoup de ça. Est-ce qu'il y a un artiste contemporain au niveau international qui pour vous propose un discours qui est
moi, je pense qu'il y a beaucoup de très bons artistes. Alors, c'est pas forcément ceux dont on parle le plus. Alors, là aussi, on dira, je prêche un peu pour les artistes que s'il y a des artistes que je défends, c'est pas pour rien, c'est parce que je crois en eux. Le fait d'avoir montré souvent Sylvie Blocher, je trouve que c'est une artiste qui a un vrai discours et qui n'est pas montrée toujours à sa juste valeur ou un peu dans les grandes institutions, notamment en France. Mais il y a aussi des artistes comme Edgar Hohenschläger qui a un vrai travail de réflexion entre le cinéma, le dessin, les arts plastiques, qui d'ailleurs à Venise a fait une action un peu illégale de manifeste qu'il a écrit sur des billets de $1 et qu'il collait un peu partout, où il voulait vraiment un peu critiquer un peu cette foire que parfois devient la Biennale. Et il y en a d'autres un peu comme ça, donc je pense ce ne sont pas forcément les grands, ou quand je dis les grands, ceux dont on en parle le plus, mais ça c'est à nouveau à cause de cette concentration d'argent, de médias et avec des gens des milliardaires qui ouvrent leur propre musée et qui ont des maisons de vente aux enchères. C'est sûr que là, ça fausse tout débat et toute réflexion. Donc c'est ça un vrai problème. Ok. Et encore un peu d'espoir chez les artistes. Je dirais, oui. C'est une installation de Macadams. Oui. Qui. On voit, comme c'est typique pour lui, qu'il montre des indices. En fait, ici, c'est une action c'est après l'action qu'on voit ici, les restes de l'action. L'artiste, il connaît en fait la femme qui est sur les photos. C'est une vraie actrice. Il lui avait demandé de lui donner des photos de plusieurs scènes. Et il les a mises là. Et en plus, là, on voit la femme avec la perruque blonde qui est par terre ici, dans la salle de bain. La robe aussi qui était sur la photo, qui est dans la baignoire. La mousse est encore très fraîche, donc on peut s'imaginer que l'action vient de se passer, donc on vient d'arriver après l'action. Et en fait, le spectateur, lui, il a le rôle d'enquêteur, il doit mener une enquête. Il arrive, il voit les indices, et le plus il regarde les indices, le plus il découvre et il peut imaginer l'histoire et se la raconter. En fait, pour lui, le vide narratif est très important. Il ne raconte jamais l'histoire, il montre ce qui s'est passé avant et ou après. Et ici, c'est clairement après l'action. Et c'est à nous de remplir ce vide narratif. Ça s'appelle du flocage, d'accord. Vous êtes Je suis Émilie Voirin, je suis designer de produits et artiste. designer de produits Et artiste. Et artiste. Alors, l'idée des lunettes, là, c'est venu comment? Je pense que c'est parce que j'ai travaillé sur des paires de lunettes il y a quelques années et que je me suis dit que ça pouvait être assez ludique comme objet. C'est un objet assez abordable, donc les gens ont l'habitude de manipuler des lunettes. Et en prenant des petits accessoires, ça allait être facile d'avoir un résultat qui fasse plaisir aux gens. Alors la question qu'on aimerait directement vous poser, c'est finalement le design a plus d'impact au niveau relationnel que l'art proprement dit aujourd'hui? Je pense pas. La différence, c'est que le design est usuel. Donc on va pouvoir s'asseoir dessus, on va pouvoir le porter, en l'occurrence pour les lunettes. Mais au niveau de l'impact émotionnel, l'art est tout aussi puissant. C'est deux façons d'aborder les choses. Mais les lunettes, vous les concevez comme des pièces artistiques ou des... Là, je pense qu'on est vraiment à la frontière. C'est du redesign, c'est la frontière de l'art et du design.
Ça n'a pas... C'est un peu comme vous, quoi. Vous êtes à la un peu comme moi. frontière. Exactement. Hein. Et quel est votre challenge, le futur? Le futur s'inscrit dans le design ou dans l'art chez vous? Les deux. Pour les mois à venir, c'est plutôt du design et un peu de l'écriture aussi. Mais l'art, j'envisage le design à grande échelle et là, ça deviendra peut-être de l'art. J'ai du orange partout. C'est de l'art. Et, donc, quelle est votre lunette fétiche ici? Alors, elles viennent de partir. Elles viennent de partir. Ouais. C'est dommage. J'aurais bien voulu. Donc, il y a deux tendances, la tendance florale et la tendance animalière. Oui, et aussi guerrière. Il y a aussi les petits soldats et ouais, ça peut être les trois tendances. Donc, femmes, hommes et enfants. Quoi. Ouais, mais la personne qui a remporté la mention spéciale, c'est quelqu'un qui a mélangé des queues de poisson, des queues de sirène et un massacre avec des petits soldats, quelque chose dans le genre. Ah oui, d'accord, un artiste, c'est bien. Oui, c'est bien, c'est relationnel. Voilà. Finalement. Ok.